Bonjour mes amis francophones, je suis John Shah Rashidian et je vous présente aujourd'hui un sujet dans le cadre de mes émissions qui s'appelle les dimensions. Le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui est un sujet assez important pour le peuple iranien. Il s'agit toute résistance est légitime. Lorsqu'un peuple est opprimé par une force d'occupation ou par un régime totalitaire, tous les moyens sont légitimes pour sa libération. S'il n'aboutit pas à sa liberté par les moyens de non-violence, alors la lutte armée devient dans le contexte de l'autodéfense et sera politiquement, légalement et moralement justifiée. Le droit pour chaque citoyen de se préserver par tous les moyens possibles est un droit fondamental. Cela est aussi le droit du peuple iranien qui souffre sous le joug du régime islamique et veut se libérer de son calvaire. Comme cela a été le droit des pays européens qui ont été occupés par l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et aussi le cas des pays colonisés pendant la colonisation. L'autodéfense est un droit légitime contre le dogme du pacifisme. À mon avis, le pacifisme absolu me semble une paralysie face à un régime apocalyptique qui est le régime de Mollah en Iran. Les Iraniens ont le droit de se préparer contre un danger qui est permanent. Et ce danger-là est l'existence du régime islamique en Iran. La résistance à l'oppression est un droit fondamental qui est évoqué aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le cas de révolte contre la tyrannie et l'oppression, lorsque tous les moyens juridiques et politiques sont épuisés. La guerre armée est quand même imposée par le régime oppressif, les régimes qui sont totalitaires ou bien qui sont une force d'occupation étrangère. Ce qui était le cas, par exemple, de la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était tout à fait légitime. La guerre armée est quand même imposée par les régimes agressifs, le régime ou bien qui occupe un pays, qui sont le régime totalitaire qui tue leur propre peuple. Et dans ce cas, l'autodéfense devient une légitimité universelle. Une opposition tronquée de ce droit naturel universel, loin de se renforcer, s'affaiblit contre un régime djihadiste, un régime qui tue ses opposants pour la cause d'Allah. Pour briser le joug des mollahs, il convient d'identifier la bête noire ou bien l'idéologie de l'islamisme qui est basée sur jihad fi sabilillah, c'est-à-dire tuer et être tué pour la cause d'Allah. Alors, dans ce cas, un pacifiste anéantit la pensée libératrice du peuple opprimé. La tradition pacifiste orientée par Martin Luther King et Gandhi est une option idéale, mais devant les djihadistes ne s'est jamais abouti
à la libération dans le monde islamisé depuis que l'islam existe, sauf une seule fois par l'Espagne après 10 siècles de la domination de l'islam sur ce pays. Les sophistes, les pacifistes, qui sont nombreux malheureusement en Iran aussi, trompent les Iraniens en leur donnant des promesses en l'air qu'ils puissent se libérer pacifiquement du joug des mollahs. C'est faux. C'est absolument faux. Le régime ne tue seulement ceux qui ont l'arme à la main, mais tous les opposants. Les prisonniers politiques de 1978 étaient exécutés sans avoir l'arme à la main. Voilà un exemple que j'ai déjà développé dans une autre vidéo il y a quelques semaines, une vidéo précédente. Ils étaient exécutés par une fatwa de Khomeini, tandis qu'ils étaient en train de passer leur terre d'emprisonnement. Et une fatwa de Khomeini a causé la mort massive, le massacre sans précédent dans l'histoire contemporaine de l'Iran. À mon avis, tous les moyens de lutte sont sur la table, y compris prendre l'arme contre les agresseurs islamistes du régime, que ce soit le régime islamiste en Iran ou que ce soit les Daesh, Boko Haram ou tous ceux qui ont une idéologie islamiste pour massacrer les infidèles, les innocents. Protestations, manifestations, désobéissance civile sont valables si les gens peuvent se défendre contre un régime totalitaire, djihadiste, avec une idéologie hégémonique. C'est pour ça que la Constitution allemande de 1949, après la Deuxième Guerre mondiale, traduit dans son article 20 les fondements de l'ordre étatique en prévoyant dans l'alinéa 4 le droit de résistance qui s'appelle Widerstandsrecht dans la Constitution allemande ou bien dans la Verfassungsrecht. Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre constitutionnel. S'il n'y a pas d'autre remède possible, ceci explique explicitement qu'une résistance armée contre une éventuelle montée d'un régime fasciste en Allemagne soit légitime. Toutes ces luttes-là relancent un choc psychologique. Un choc, bien sûr, qui est très important pour réveiller les peuples opprimés contre les agresseurs, opprimés, les gens qui sont opprimés ont peur, ont une certaine torpeur qui doit être brisée. Et la lutte armée ou bien l'autodéfense donne le courage de briser cette peur, cette torpeur. La lutte armée est en effet une autodéfense armée lorsque tout autre moyen de lutte est anéanti par le régime totalitaire ou la force d'occupation. Ce sont ces luttes-là qui peuvent aboutir à la victoire du peuple sur les régimes totalitaires ou des forces d'occupation. La lutte armée, en soi, ne doit pas être une résurgence idéologique, mais avant tout un recours pratique lorsque aucune solution non armée
n'aboutit pas à la libération. Ça veut dire que tous les moyens sont possibles, y compris la lutte armée, ou bien, dans ce cas, moi j'appelle l'autodéfense armée. Dans ce cas, la lutte armée est comme une résistance armée contre la force d'occupation ou le régime totalitaire qui impose la guerre au peuple. Alors, pour acquérir la libération et l'indépendance, le peuple peut ainsi se défendre, ce qui n'était le cas en Iran avec, ce qui était déjà le cas en Iran avec deux organisations armées qui s'appelaient Fedaïn marxistes et Moudjahidine musulmanes. À mon avis, ces deux organisations armées avaient pour le but et pour les tactiques, la stratégie, la lutte armée, ce qui veut dire qu'ils luttaient contre la dictature du Shah pour renverser le régime et installer un régime idéologique. Les Fedaïns étaient marxistes-léninistes et les Moudjahidines étaient musulmans. Donc, ils voulaient un régime idéologique ou bien islamique. Selon les Fedaïns, la lutte armée était adaptée aux conditions politiques de temps, les conditions qui ont été imposées sous la dictature du Shah, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de lutter contre la dictature du Shah. Étant donné que la peur paralyse les peuples opprimés, le seul remède, c'est de s'en débarrasser et en se défendant. C'était le concept des Fedaïs, qui est valable pour le régime islamique aussi. La lutte armée était donc pour briser la passivité ou bien l'attentisme qui était le résultat d'années d'inaction par le Front National à l'époque ou bien par le parti Toudé qui était pro-soviétique. Dans sa constitution, la lutte armée doit inciter le peuple, le grand moteur, à suivre le mouvement armé, qui est le petit moteur. Ce sont des idées qui ont été développées par Che Guevara pendant la guerre en Cuba et puis suivies par d'autres mouvements armés en Europe, en Afrique et partout. C'est un mécanisme plutôt psychologique, parfois soigneusement mis en place par et pour bien arriver à un but précis. Bien que ces deux mouvements armés, les Fedaïns marxistes et les Moudjahidines musulmans, aient une répercussion sur la révolution de 1979, ils ne pouvaient pas continuer leur tradition révolutionnaire et populaire après la révolution de 1979. Et suite à cette révolution, et suite aussi à leurs erreurs tactiques et stratégiques, ils se marginalisent. Pourtant, ils ne peuvent pas en conclure une généralisation et stigmatisée de leur lutte, mais il faut en tirer une leçon. Qu'une lutte libératrice ne doit pas être amalgamée avec l'idéologie. Ce qui est plus important pour nous. À mon avis, leur marginalisation est plutôt la suite de leur appui sur l'idéologie marxiste-léniniste pour les Fedaïs et l'islam pour les Moudjahidines. Ce qui les rapproche, ce qui les rapproche au régime anti-impérialiste. Après, ça veut dire qu'il les met dans le camp du régime islamique. Et c'est pour ça qu'ils deviennent aussi marginalisés après tout.
Alors, ce sont les leçons à tirer par l'opposition iranienne, surtout de la classe moyenne et travailleuse qui veut la fin de ce régime. Surtout une société qui devient plus en plus consciente. D'une manière générale, l'idéologie, quelle que soit marxiste, nationaliste, islamique, quoi d'autre, peut toujours dérailler en lutte libératrice. Ce qui était le cas après, par exemple, en Algérie, en Cuba, en Vietnam. La lutte doit avoir une seule destination, c'est la libération du pays et puis installer un régime démocratique avec les principes de droits de l'homme. Alors, soyons francs, je ne peux pas affirmer une défense armée telle qu'il puisse arriver à ce bout-là. Mais je sais que cette lutte armée est parmi d'autres moyens et aussi légitime. Et je ne veux pas mettre aussi toutes les options de manière sur lesquelles, par exemple, quelle stratégie, quelle tactique militaire sera possible. Ce n'est pas mon débat, ce n'est pas mon cas. Et je veux seulement mettre sur le tapis le concept, c'est tout, le concept que la lutte armée ou bien lutte défense est aussi légitime, moralement acceptée, moralement peut être justifiée comme les autres moyens de la lutte contre un régime totalitaire ou bien une force d'occupation. Alors, en gros, dès maintenant, les conclusions tirées de l'expérience révolutionnaire dans l'histoire constituent des apports fondamentaux, mais pas adaptés à chaque situation donnée. Cela ne veut pas dire que la lutte des Fédayines ou des Moudjahidines ou quelqu'un d'autre contre un régime dictatorial était faux. C'était aussi, à mon avis, un moyen parmi les autres, mais ce n'était pas tout. Alors, ça veut dire l'Iran avant et après la révolution de 1979 s'est bien éloigné de la base qu'on puisse avoir un changement pacifiste, caractérisé par des facettes trop marquées par l'islam, qui n'était forcément pas prévu et maintenant n'est pas accepté par une grande majorité progressiste. À mon avis, l'action armée doit présenter un aspect indépendant de l'idéologie, mais uniquement libératrice. Une telle lutte est un mouvement populaire qui n'est pas un danger réel pour redevenir un régime dictatorial. Quand la lutte, quels que soient les moyens de la lutte, est pour la libération et la démocratie d'après les droits de l'homme dans les conventions des droits de l'homme, cette lutte peut être finalement une victoire de la démocratie dans le pays. Sinon, ce sera peut-être un autre dictateur qu'on ne veut pas. Pourtant, une défense armée sans une couleur idéologique est très, très voulue maintenant en Iran. La plupart des Iraniens veulent la libération du pays. C'est tout. Ils n'ont pas orienté vers une idéologie, une doctrine quelconque. Ça veut dire, indifféremment de toute idéologie possible, les Iraniens veulent
leur liberté. Et bien sûr, avec les mauvaises expériences de dictature dans le passé, ils veulent un régime démocratique et surtout laïque. Le pacifisme ne considère pas ce fait-là. Le pacifisme dit s'il y a des luttes, ou bien dans ce concept l'autodéfense, il y aura sans doute un régime dictatorial. Mais le problème est que sans avoir les moyens de se défendre, on ne peut pas déjà renverser ce régime islamique pour parler de futur. Le régime indifféremment tous ses opposants, que ce soit armés, que ne soient pas armés. Pour le régime, torture, viol, massacre, tout est possible et tout est légitime d'après sa doctrine islamiste. Que les opposants soient armés ou non armés, pour le régime, il n'y a aucune différence. Il les tue quand même. Et il les tuait. La lutte armée, bien entendu, est imposée par le régime islamique. Et on peut seulement l'éviter soit par une victoire ou par une soumission totale de son destin dans les mains des mollahs. Et ces sbires islamistes que tout autant que possible pour avoir leur pourri au paradis d'Allah. Ceci constate que le problème crucial de l'Iran est l'islam politique qui menace notre existence. Alors, à mon avis, toute forme de lutte contre ce fléau est légitime et indispensable. La défense armée se fait une raison valable parmi tous ceux qui veulent libérer le pays de joug de la dictature alors qu'elle ne doit pas être sous-estimée. Il s'agit très particulièrement des couches moyennes et travailleuses de l'Iran qui sont plus touchées par l'islam politique et qui ressentent davantage le manque de liberté totale. Ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui s'expriment de la volonté de libération. Alors la lutte contre le régime totalitaire islamique peut avoir une très grande diversité de formes et de moyens. La lutte armée, ou bien plutôt la résistance armée, consiste dans une de ces formes, surtout dans une période où toute activité politique est brutalement étouffée. Ce débat, alors, en affirmant la résistance armée, n'ignore pas d'autres formes de lutte, dont la lutte non violente à la Gandhi et à Martin Luther King mérite réflexion. Toute forme de résistance est légitime. Le mouvement armé est une phase de la revendication légitime qui peut compléter d'autres formes de lutte. Ce débat se dresse contre ceux qui propagent un pacifisme absolu. Et à mon avis, un tel pacifisme est une forme dégénérée et affaiblie du peuple iranien contre le régime meurtrier des mollahs. Un régime criminel corrompu. Un tel pacifisme absolu remplace le courage par la peur et la présence politique
par leur retraite privée. Il évite les protestations de masse et la désobéissance civile pour ne pas aliéner le droit de l'autodéfense. Il remplace l'agitation révolutionnaire par une passivité et fragmente les foules en individus vulnérables. Il abandonne les roues pour la maison et dessert aussi l'espace réel des villes pour le cyberespace. En deux mots, apporter de l'eau au moulin des moulins. On s'avère des expériences acquises par les deux mouvements armés Fedaïm et Moudjahidine en Iran. Et parfois, on considère que la faillite de ce mouvement, c'est une raison pour laquelle il ne peut pas prendre l'arme à main. D'ailleurs, j'insiste que dire qu'il n'y avait pas vraiment une faillite totale de ce mouvement. Ces deux mouvements ont inspiré aussi la révolution de 1979 contre la dictature du Shah. Mais ils se sont marginalisés parce qu'ils étaient plutôt idéologiques. Leur lutte n'était pas une lutte libératrice, mais plutôt idéologique. Et qu'aujourd'hui, l'idéologie n'est pas acceptée par une grande majorité des Iraniens. Les Iraniens veulent la libération de leur pays. À mon avis, si un mouvement n'est pas pour libérer son pays d'une manière démocratique et basée sur le droit de l'homme, ce mouvement ne peut pas être quand même populaire et ne peut pas garantir la démocratie et la liberté et l'indépendance du pays. Ça peut créer peut-être d'autres dictatures. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que s'il y a parmi d'autres moyens aussi l'autodéfense armée, il faut que l'autodéfense armée soit basée sur les principes de droits de l'homme et la démocratie et les conventions de droits de l'homme qui sont acceptées universellement. Voilà mon débat pour aujourd'hui et l'importance de l'autodéfense au lieu d'une soumission totale au régime actuel en Iran. Merci pour avoir écouté cette émission et à la prochaine fois.